Au niveau de l'abdomen, on a 2 organes vitaux qui sont le foie et le pancréas. Cette graisse, elle entoure le foie. Il y a un lien très important entre cette graisse abdominale et la résistance à l'insuline. Tous les gens en surpoids ont déjà réussi à perdre du poids, mais s'ils veulent encore en perdre, c'est qu'ils l'ont repris. La demande, c'est comment je veux perdre du poids. En fait, les gens, en même temps, ils devraient se demander comment je veux perdre du poids, mais comment après je vais pas le reprendre une fois que je l'aurai perdu. La graisse provoquait une inflammation. Cette inflammation de bas grade au niveau de l'organisme, elle va favoriser l'installation de l'arthrose. On a retrouvé de l'arthrose au niveau des mains des gens qui étaient en surpoids. Les graisses saturées, c'est les mauvaises graisses parce que c'est des graisses rigides. Quand on va maigrir, surtout si on fait une baisse rapide, etc., on va perdre du muscle, qui est quand même la machine à dépenser de l'énergie. On va casser son métabolisme. C'est pour ça que ce qu'on retrouve dans les études, c'est que souvent les gens qui font l'activité physique, c'est ceux qui reprennent le moins de poids après avoir fait une perte de poids. Le courant body positive, il dit arrêtez de nous embêter pour notre poids. Il y a des grands, des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Tout le monde a le droit de vivre. Et oui, il faut pas stigmatiser. Par contre, on ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences. Vous êtes plus de 30 000 personnes à regarder nos vidéos chaque jour, mais pourtant, 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Et pour vous remercier de votre abonnement, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous faire un cadeau. À la fin de cette interview, Raph a cassé sa chaise et je vais vous laisser l'extrait où il tombe. Ça, c'est cadeau. Allez. On commence l'interview avec le professeur Martine Laville. C'est parti. Au niveau du corps, toutes les graisses ne se valent pas. On a certaines graisses qui sont très mauvaises, on en a d'autres qui sont moins mauvaises, voire peut-être même protectrices, tu vas nous dire. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de graisses qu'on retrouve dans l'organisme ? Alors je peux effectivement parler scientifiquement des différences de graisse. D'abord, il faut la graisse. Maintenant, c'est le diable. Donc, faut dédiaboliser la graisse. D'abord, c'est la morphologie, la graisse. On imagine, et on pourra parler des maladies où les gens n'ont pas de graisse par défaut vraiment génétique de leur tissu adipeux. La graisse pour les femmes, c'est quand même les formes des femmes. Ça va être la forme de nos joues. Donc la graisse, c'est quelque chose d'important en général, c'est clair. Après, il y a la répartition au sein du corps de la graisse. Alors il faut voir qu'on a de la graisse sous-cutanée. On peut avoir de la graisse sous-cutanée au niveau abdominal, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. On en a partout, mais elle est plus ou moins développée. Et bien sûr, on a une morphologie soit féminine, soit masculine. Les hommes et les femmes n'ont pas la même répartition de graisse. Et les femmes, on a plus de graisse que les hommes en pourcentage du poids corporel. Et c'est ce qui fait notre charme, bien sûr. C'est vrai, donc effectivement, tu as parlé de graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée, je pense que c'est un peu celle que tout le monde connaît. C'est celle qu'on voit. C'est celle parce que c'est celle qu'on voit et c'est celle que les gens essaient de perdre. Donc, tu as dit que c'était un petit peu différent. Chez les femmes, on va souvent la retrouver au niveau fesses-hanches. Exactement. Et chez les hommes, ça va être la graisse qu'on va retrouver au niveau du ventre. Abdominal. Voilà, devant. Exactement. Et déjà, donc c'est ce qui va faire la morphologie. On a des vieux professeurs de médecine qui parlaient des formes poires et des formes pommes. La poire, c'est l'obésité on dit gynoïde, plutôt des hanches et des cuisses. Donc des femmes. Et des femmes. Et la forme pomme, plutôt abdominale. Mais il y a des femmes qui ont une obésité abdominale. Et effectivement, comme on va voir que la mauvaise graisse, elle est plutôt au niveau de l'abdomen, c'est quand même un signe d'une pathologie qui se voit à l'extérieur. Mais en fait, ce qui se voit à l'extérieur est aussi un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et quand on a un tour de taille très augmenté, et si on faisait des coupes de scanner, on voit que certes qu'il y a un panicule adipeux au niveau abdominal, mais il y en a de la graisse intra-abdominale. Cette graisse intra-abdominale, elle va entourer les organes, et des organes importants comme le foie, le pancréas, et va plus ou moins un peu, si elle est vraiment importante, infiltrer. C'est pour ça que les médecins ont un signe clinique, outre le poids, la répartition des graisses, une façon de mesurer la répartition des graisses, c'est de mesurer le tour de taille. Et c'est vrai qu'en clinique, on sensibilise les gens à leur tour de taille. Parce que certes, perte du poids, si on parle, les gens cherchent à perdre du poids, mais c'est très important de perdre du tour de taille. Et c'est important parce que certes, c'est la morphologie qui se voit de l'extérieur, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si on revient à la question initiale, bonne graisse, mauvaise graisse, cette graisse féminine est vraiment une graisse de réserve. Pourquoi les femmes, elles ont tant de graisse ? C'est quand même, on est là
là aussi pour nourrir nos enfants. Et donc, on a besoin d'avoir des réserves énergétiques. C'est ça. Donc, ce que tu nous dis, c'est que finalement, la graisse qu'on peut retrouver chez des femmes au niveau des fesses, au niveau des hanches, ou même un homme au niveau abdominal, mais sous-cutané, c'est pas une graisse qui est mauvaise. Voilà. Et c'est une graisse qui avait son utilité. Et tu viens de le dire. On est des champions pour faire de la graisse. Parce que ça nous a permis de survivre. Bien sûr. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a survécu aux famines, à des situations difficiles. Et donc, en fait, on est des champions pour faire de la graisse. Dès qu'on mange un petit peu, hop, le corps va stocker pour pouvoir restituer. Et ça nous a sauvé la vie. Tout à fait, c'est très important. On mange pas tout le temps, hein, donc comme de l'énergie, on en dépense tout le temps, hein, même en dormant. Et il faut qu'il y ait des endroits de réserve pour entre les repas pouvoir libérer notre énergie. Donc la graisse, c'est indispensable. La graisse, c'est la vie, hein, quand même. Il faut être clair. Et après, effectivement, il y a l'excès de graisse. Et l'excès de graisse gynoïde n'a pas les mêmes conséquences que l'excès de graisse abdominale et surtout intra-abdominale au niveau métabolique. Ce qu'on dit métabolique, c'est le métabolisme, principalement le métabolisme du sucre avec le risque de diabète, mais ça va être aussi, on pourra parler, l'inflammatoire et le risque cardiovasculaire aussi. Effectivement, on va revenir là-dessus. Est-ce que la cellulite, à côté de ça, c'est quoi ? C'est une graisse qui est différente Alors, la cellulite, elle est beaucoup popularisée, la peau d'orange, etc. On se pince et on voit la peau d'orange. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, il y a eu très peu d'études sur le tissu adipeux. C'est un organe dont on s'intéressait pas. Et notamment, on a très peu fait d'histologie du tissu adipeux. Histologie, ça veut dire en prendre un petit bout puis regarder au microscope comment c'est, à quoi ça ressemble. Alors, à quoi ça ressemble un tissu adipeux ? Effectivement, ça ressemble à une boule de graisse. C'est une petite cellule toute ronde dans laquelle il y a un noyau complètement coincé et puis des lipides là. Mais en fait, dans le tissu adipeux, il n'y a pas que l'adipocyte, qui est l'endroit où il y a la graisse, mais il y a aussi des vaisseaux autour. Et il peut y avoir des phénomènes d'inflammation et des phénomènes de fibrose. Et puis, il y a une organisation en nodule, qui peut se faire. Et en fait, ce qu'on voit, la peau d'orange, c'est qu'en fait, les amas, les adipocytes se sont organisés un petit peu en sorte de logette. Hein. Et au maximum, on va avoir des gens qui vont avoir des boules de graisse, une organisation des cuisses très noueuses, etc. Ce qui est assez peu esthétique. En fait, c'est ce tissu adipeux qui s'est organisé en lobules et avec autour de la fibrose. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand une personne a de la cellulite, c'est que les cellules qui contiennent la graisse, à cet endroit-là, ont eu une organisation un petit peu particulière, se sont mis à fibroser. On dit aussi que c'est fibrosé, ça apparaît souvent un petit peu avec le temps, et du coup ça donne une conformation particulière au microscope, tu l'as dit, et cette conformation particulière extérieurement, elle donne cet aspect en peau d'orange. Voilà, globalement c'est ça. Hein. Alors après, le mot cellulite est un mot qu'on a utilisé en vulgarisation, sans même avoir tellement la notion de ce qui se passait sur ce tissu adipeux. Et pour finir, il est assez juste, parce que comme vous l'avez montré dans d'autres vidéos, il peut y avoir une inflammation locale, qui a rien à voir avec une inflammation quand on a un abcès rouge, etc. Mais c'est quand même des phénomènes inflammatoires. Voilà, parce que it, c'est le suffixe qui signifie l'inflammation. Donc cellulite, on a une inflammation des petites cellules. À part que c'est pas de l'inflammation comme quand on a un panari, voilà. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose. Et effectivement, c'est pas si facile que ça à traiter. Et notamment, c'est un tissu adipeux qui a tendance à rester organisé et un peu résister à ce qu'on peut y faire. Oui. C'est très dur de se séparer de sa cellulite. C'est une graisse qui est assez peu répondante à des phénomènes de perte de poids. Alors, si on parle des études qui ont été faites, notamment par l'équipe de Karine Clément, qui regardait la perte de poids après des interventions drastiques comme les chirurgies de l'obésité, et elles avaient fait des biopsies de tissu adipeux. Elles avaient montré que ceux qui avaient le plus de fibrose étaient ceux qui perdaient le moins de poids malgré ces chirurgies, parce que c'est un tissu qui est organisé. Et on comprend bien qu'il y a plus de mal à libérer les graisses. Voilà, donc si je schématise, c'est
En fait, la graisse sous forme de cellulite était celle qui était le plus difficilement éliminée après ces chirurgies. C'est ce que tu veux dire. Enfin, toi t'as pas de fibrose, mais voilà. Moi, je pense que le terme cellulite veut plus rien dire maintenant, parce qu'on connaît mieux les mécanismes. Mais pour finir, c'est un terme intéressant. Ça parle au plus grand nombre, c'est pour ça que ça parle au plus grand nombre, mais aussi on va trouver des tas de crèmes, machin, qui pour la cellulite, qui ont peu d'intérêt. Par contre, peut-être quand même, et ça, j'ai pas du tout de niveau de preuve, que les manipulations mécaniques, c'est ce qu'on dit un peu sur tout ce qui est peuvent quand même avoir, si on en comprend le mécanisme, peuvent avoir un certain intérêt. C'est sur la fibrose. Oui, tout à fait. Du coup, si on revient un petit peu dans l'ensemble sur ce qu'on vient de dire et qu'on fait ouais, mais c'est aucun problème, et qu'on fait un petit pas de recul, on remet par rapport à ce qu'on a dit, la cellulite, elle est pas mauvaise pour le corps parce que c'est encore de la graisse sous-cutanée par rapport à la graisse viscérale. Exactement, c'est pas elle qui va faire les problèmes c'est l'ennemi public numéro 1 sur la plage. Et comme la culotte de cheval que les femmes aiment pas, etc. C'est vraiment plus des problèmes esthétiques. Après, quand on a quand même des obésités très gynoïdes, il peut y avoir vraiment des problèmes mécaniques. Enfin, moi j'ai traité des femmes, les cuisses qui frottent, etc. C'est quand même des vrais ennuis de santé, enfin des vrais désagréments, ces grosses cuisses noueuses, c'est quand même pas facile, hein. Et puis il y a quand même le poids qui va avoir un effet mécanique, notamment sur les membres. Mais métaboliquement, c'est pas ça qui va donner le diabète, les maladies cardiovasculaires a priori. Ok, bon, on va se plonger là-dessus. Je te propose, Martine, de te présenter. Ah oui, bonjour. On était parti à fond dedans, mais... Bonjour, donc moi je m'appelle Martine Laville, je suis actuellement professeure émérite de l'université Lyon 1. Professeur émérite, ça veut dire que j'ai un grand âge et que je suis retraitée. Mais que on continue à avoir des activités. Donc dans ma carrière, j'ai été, comme on dit, PUPH dans notre milieu, professeur des universités, praticien hospitalier. Ça veut dire qu'en pratique, j'ai travaillé dans un hôpital à Lyon, différents hôpitaux le long de la carrière, mais j'ai fini à l'hôpital Lyon-Sud, dans un service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition. On s'occupait d'obésité très sévère, mais aussi de diabète. En parallèle, j'ai fait de la recherche, comme ne veulent nos fonctions, et j'ai dirigé pendant de nombreuses années le centre de recherche en nutrition humaine, Rhône-Alpes, dans lequel on a fait des travaux surtout de recherche clinique sur les mécanismes qui conduisent notamment à la prise de graisse. Voilà. Et puis plus récemment, à l'occasion effectivement de ma diminution et de mon arrêt de l'activité clinique, j'ai été chargée par le ministère de la Santé et le ministère des Solidarités d'un rapport, d'une mission pour faire des préconisations pour la prévention et la prise en charge de l'obésité. Voilà. C'est complet. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'autant t'orienter vers tout ce qui était surpoids, tous ces problèmes-là liés à l'obésité, à la graisse, etc.? Alors c'est une longue histoire de carrière. C'est souvent des histoires de rencontres. Déjà, l'orientation vers la spécialité. J'ai fait un semestre d'externe puis d'interne dans un service de médecine interne, en fait, où en médecine interne on fait vraiment toute la médecine, mais dont le patron était quand même beaucoup plus orienté soit vers l'endocrinologie et les maladies métaboliques. Donc je suis venue dans cette spécialité. J'ai été chef de clinique, c'est le parcours classique, à l'hôpital de l'Anticaille à Lyon. Et là, je me suis intéressée au diabète. Et il y a très longtemps, quand même, le diabète de gras, le diabète de type 2, c'était un peu comme l'obésité aujourd'hui. C'était pas vraiment considéré comme une maladie. Après tout, c'est parce qu'ils avaient trop de poids qu'ils avaient du diabète. Puis après, les choses ont changé par la technologie, par l'arrivée de nouvelles insulines, etc. Et les diabétologues sont très actifs et très intéressés par la technologie. Et l'obésité, c'était moins intéressant, hein. Et puis ça avait pratiquement pas sa place à l'hôpital. Et donc progressivement, je me suis intéressée à cette maladie qui est une maladie chronique et complexe qui mérite qu'on s'y intéresse. Oui, parce qu'on va y être très fortement confronté dans les années futures. Donc il est temps qu'on comprenne un peu plus les tenants et les aboutissants de cette pathologie. Exactement. Tout à l'heure, donc, si on revient à notre sujet, on s'est intéressé un peu à cette fonction de la graisse. Tu nous as dit que sans graisse, il n'y avait pas de vie, ou tu nous as dit la graisse, c'est la vie, qui revient à peu près à la même chose. On a dit que du coup la graisse elle avait différentes fonctions contrairement à ce que les gens pensaient, donc on a parlé de stockage d'énergie. Il y a un rôle thermique aussi
Ça nous permet un petit peu de protéger des températures extérieures plus froides, etc. Ça joue en partie. Et puis, bon. Et puis, il y a l'aspect endocrine aussi. Alors voilà, ça c'est quand même la grande découverte des années 80, on va dire. Hein. Les années 80, c'est la découverte de la leptine. Est-ce qu'on peut parler de la leptine ? Ah oui, on parle de la leptine. On parle de la leptine. Les années 80 ont été vraiment une révolution qui a permis de montrer que le tissu adipeux sécrétait quelque chose, un produit qui allait dans l'organisme avoir de l'action à distance. C'est la définition d'une hormone. Parce qu'avant, on pensait que c'était inerte, hein, la graisse. Je te coupe c'était on pensait que ça servait à rien. Un sac à graisse, quoi. Voilà. Tout simplement, hein, un sac à graisse. Puis des propriétés mécaniques. Hein. Quand on s'assoit sur nos fesses, mais on est content d'avoir de la graisse. Ouais, si on a avec des os aussi. Sous les pieds. Ouais. Donc voilà. Et puis je vous dis des propriétés morphologiques. Donc dans les années 80, il y a un chercheur américain en fait qui a commencé avec des souris. Il y avait des souris obèses qui devenaient obèses et ils cherchaient à savoir pourquoi elles étaient obèses. Et cette lignée était connue depuis longtemps et les gens avaient beaucoup de mérite parce que les souris homozygotes, ça veut dire qu'il y avait le gène de ces deux parents, donc qui étaient obèses. Il y avait des souris hétérozygotes qui étaient moins obèses avec là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que sur chaque chromosome, on a 2 chromosomes, donc on a 2 versions de chaque gène. Voilà. Donc quand tu parles de souris homozygotes, ça veut dire qu'elles ont exactement le même gène sur le premier chromosome et sur le deuxième chromosome. Et hétérozygote, ça veut dire qu'il y a une version du gène sur le premier chromosome et une autre version sur le deuxième chromosome. Et donc les homozygotes, on a dit OB, elles étaient obèses 2 fois, donc par les 2 chromosomes, elles sont stériles. Parce qu'il y a des liens entre obésité et fertilité, voilà. Donc elles sont stériles. Donc pour pouvoir étudier ces souris, il fallait sans arrêt que les chercheurs croisent 2 hétérozygotes pour avoir des homozygotes. Donc il fallait vraiment qu'ils aient de l'intérêt à cette recherche, quoi. Et dans les années 80, il y a quelqu'un qui a fait une expérience qu'on appelle de circulation croisée. C'est-à-dire qu'il a fait passer le sang de la souris obèse sur une souris mince. Il se passait rien. Et puis il a fait le contraire, le sang, vraiment circulation croisée, le sang de la souris mince était transféré avec des petits cathéters chroniques, ça c'est pas facile à faire, sur la souris obèse. Et à ce moment-là, la souris obèse s'est mise à moins manger et à perdre du poids. Donc ils avaient déjà tout trouvé. Ça veut dire que la souris mince avait quelque chose qui régulait et l'appétit et le poids que n'avait pas la souris obèse. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de cette découverte de la leptine. Et la leptine, après, on a vu qu'elle ils ont creusé, ils sont tombés sur cette leptine. Et donc, ils ont trouvé la leptine, que c'était produit par le tissu adipeux. Donc voilà. Et puis là, donc dans les années 80, on s'est dit ça y est, on a trouvé le gène de l'obésité, on va sauver toutes les personnes en obésité. Ouais, c'est très simple. Parce qu'en fait, cette leptine, donc comme tu l'as dit, c'est une hormone. L'hormone, c'est un messager. Donc en fait, c'est une substance qui est produite par la graisse, par le tissu adipeux, et qui va jusqu'au cerveau pour délivrer un message de satiété. Donc pour dire au cerveau, on a suffisamment de leptine, ça veut dire qu'on a suffisamment de nourriture, hop, on arrête de manger, on a plus faim. C'est la régulation normale, ouais. Voilà, ça c'est quand tout marche bien. Donc finalement, à la suite de ces expériences, on s'est dit, bon, on va donner de la leptine à tout le monde. Les années 80, on a dit rapidement. Alors rapidement, on a eu des anticorps qui nous ont permis de doser la leptine dans le sang. Et on a vu que les patients en obésité avaient plus de leptine que les autres. Aïe. Elles avaient plus de leptine parce qu'elles avaient plus de tissu adipeux qui en sécrétaient plus, mais qui avaient une résistance à l'action de la leptine, une leptinorésistance, c'est-à-dire qu'il y en arrivait plein au cerveau, mais il y a d'autres circuits qui font que ça marche pas. Et donc, il y a eu des essais, effectivement. Donc, en plus, la leptine, c'est quand même une hormone qui peut uniquement s'injecter, qui fait des réactions on essayait de traiter comme la résistance à l'insuline qu'on a dans le diabète de type 2. On met des grosses doses et des fois ça marche. Là, ça marchait pas. En plus, il y avait des problèmes locaux, des effets secondaires qui marchaient pas. Et donc, c'était le début des découvertes des hormones du tissu adipeux, la leptine, mais il y en a d'autres, l'adiponectine. Et puis, ça sécrète aussi des cytokines, des choses qui sont plutôt pro-inflammatoires. Ça, c'est intéressant. Je te propose qu'on aille un petit peu là-dessus parce que tu en as parlé un peu tout à l'heure. T'as laissé sous-entendre, et tu l'as même dit, que la graisse provoquait une inflammation. Alors t'as dit, c'est pas comme une inflammation qu'on peut avoir avec un abcès, etc. C'est souvent ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est-à-dire, elle pourrait passer inaperçue, mais si on regarde bien, quand même, elle est là.
Et en fait, cette inflammation de bas grade, elle a des conséquences, et notamment, moi, la vidéo que je t'ai envoyée du professeur Francis Berenbaum, où lui, il explique en citant des recherches et des papiers scientifiques que, par exemple, cette inflammation de bas grade au niveau de l'organisme, elle va favoriser l'installation de l'arthrose. Ouais. Parce que la grande histoire qu'on sort tout le temps, c'est de dire qu'on a retrouvé de l'arthrose au niveau des mains des gens qui étaient en surpoids. Et donc, la grande blague, toujours, c'est de dire, ils marchaient pas sur les mains. Oui. Voilà. Je la connaissais pas, celle-là. On dit beaucoup de méchantes blagues sur les patients en obésité, mais celle-là, je la connaissais pas. Mais et effectivement, donc on s'est dit, en fait, il y a un autre facteur que le facteur mécanique qui rentre en jeu. Et donc, le facteur, c'était un facteur hormonal lié à l'inflammation, etc. Et donc voilà, cette graisse, elle provoque également de l'inflammation avec les cytokines, comme tu viens de le dire. Voilà, et en fait, quand on a une façon de doser le niveau d'inflammation d'un organisme, c'est la C-réactive protéine, qui, si on a une septicémie, va être à des taux extraordinaires. Dans l'obésité, on a des taux légèrement augmentés. Elles sont pas du tout à des taux d'infection, mais montrent quand même qu'il y a cette inflammation à bas bruit, et dont on pense qu'elle est responsable en partie des problèmes cardiovasculaires. Voilà, c'est un facteur favorisant les problèmes cardiovasculaires. Donc effectivement, il y a des effets de l'excès de graisse et de ce que fabrique ce tissu adipeux qui fabrique des bonnes choses. Bon, la leptine, c'est une bonne chose, hein, c'est dommage quand ça marche pas, mais c'est pas la faute au tissu adipeux pour le coup. Et puis ça sécrète aussi l'adiponectine, qui est plutôt une hormone favorable sur le plan métabolique. Mais ça fait l'adiponectine. L'adiponectine, alors on lui a donné elle a eu une grande mode au moment où on a découvert. C'est souvent comme ça, quand on les découvre, on se dit ça y est, on a réglé le problème qui était insoluble, et en fait on se rend compte que en plus il y a des formes liées, pas liées, donc c'est plus compliqué que ça. Mais disons globalement, c'est une hormone qui est plutôt anti-inflammatoire, quoi. Si on veut être un peu schématique, c'est la bonne hormone, quoi, là, par rapport à tout ce qui va être sécrété par le tissu adipeux, qui est plutôt pro-inflammatoire. Donc c'est des balances, hein. En fait, le corps, il fonctionne toujours comme ça. Balance contre balance, et puis qui est-ce qui gagne, quoi. Donc toujours un équilibre. C'est un équilibre. Ouais. Puis c'est vrai que là, nous, on parle de ces hormones et on parle toujours de une ou deux fonctions de ces molécules. Exactement. Quand on voit les schémas métaboliques, c'est des cascades d'activation. Ça agit partout. Avec 50, 100 actions, etc. Avec des schémas qui sont très compliqués. Ouais, et donc voilà, nous, c'est vrai que pour des raisons pédagogiques, on prend une fonction, et c'est pour ça que on a du mal à résoudre ces problèmes-là, parce que quand on joue et on se dit, bon, bah, ok, la gréline, ça joue sur la satiété. Ouais. Donc, si on en injecte dans le corps, hop, on va envoyer le message de la faim. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres fonctions, et donc, il y en a des positives, il y en a des négatives, et à la fin, ça dérègle tout. Ouais, et on arrive aux effets secondaires. Ça, ouais. Donc, le corps humain, il a survécu à de nombreux âges, donc il s'est adapté à différentes situations, et il a en lui-même tout et son contraire, en fait, pour s'adapter aux famines, comme s'adapter aux surnutritions, en fait. Donc, et puis après, suivant qu'on était plus ou moins capable de s'adapter à une situation, on va ou pas avoir les maladies. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment notre organisme il fait de la graisse ? Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on fait un gros repas, on fait des excès ? Comment est-ce qu'on va arriver à stocker de la graisse ? Alors, comment on fait ? Il y a comment on stocke l'énergie dans notre tissu adipeux, et puis il y a comment notre tissu adipeux se développe. Enfin, c'est un peu la même chose, mais on commence par la première tout à fait. Et on fait la seconde ensuite. Voilà, comment on stocke. On mange. On va manger. En général, on mange pas. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange des lipides, des protéines et des glucides. Voilà. Il m'en manquait un. Voilà. Donc on mange un repas mix complexe qui va être digéré progressivement. Il va y avoir une sécrétion d'insuline qui est quand même l'hormone du stockage. Cette hormone du stockage, elle va faire rentrer. Je suis désolé, je te coupe. On fait une petite parenthèse sur l'insuline. Allez, petite parenthèse. Allez, on fait une petite parenthèse. On va parler de la leptine, on va parler de l'insuline. Donc en fait, quand on mange, t'as dit, on a dans notre assiette un mélange de glucides, de lipides et de protéines. Les glucides, c'est les sucres, et donc ils vont provoquer, après un petit peu de digestion, une augmentation du sucre dans le sang. Oui. L'insuline, elle sait que cette augmentation du sucre dans le sang, elle est plutôt toxique, elle est toxique même pour le corps, et donc elle va vouloir la faire redescendre en amenant ce sucre
à la fois dans le foie, dans les muscles ou dans la graisse. J'anticipe peut-être un peu ce que tu voulais dire. Non, j'écoute, c'est bien, c'est juste. Donc voilà, l'insuline, elle va envoyer le message donc aux muscles, au foie et aux cellules graisseuses de sortir ce sucre du sang qui peut être toxique. Ouais. Et du coup, je pense pas qu'elle pense à la toxicité, l'insuline, elle pense pas. Non, mais c'est son rôle. Non, mais son rôle, c'est l'hormone de stockage. Donc son rôle, c'est de stocker. Voilà. C'est-à-dire que ces aliments qu'on ingère, on va pas se mettre à tout brûler d'un coup. Hein. Donc il faut bien le stocker quelque part. Alors effectivement, les sucres, ça se stocke sous forme de glycogène, qui est un grand polymère de sucre, et ça se stocke essentiellement dans le muscle et dans le foie. Et puis le reste, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire que, surtout, on arrête de brûler ses graisses. L'insuline, hormone de stockage, c'est une hormone anti-lipolytique. Alors bon, faut peut-être expliquer. Donc on a dit, on est en train de le faire à l'envers, mais on a dit qu'on avait stocké dans le tissu adipeux nos graisses. Et donc nos graisses, ils sont dans le tissu adipeux stockés sous forme de triglycérides, c'est-à-dire un acide gras. C'est une forme un petit peu particulière, compensée. C'est une forme efficace pour stocker de la graisse. Voilà. Et quand on a besoin d'énergie, le tissu adipeux va faire sortir ces acides gras, et c'est ce que j'appelle la lipolyse. Mais pour qu'il y ait de la lipolyse, il faut pas que l'insuline soit trop élevée. Parce que l'insuline, c'est une hormone de stockage. Elle veut pas du tout qu'on libère nos graisses. Elle est là pour, au contraire, qu'on garde l'énergie. Et dès qu'elle augmente, le tissu adipeux ne relargue plus ses graisses. C'est une hormone anti-lipolytique. Donc, dans la phase dite postprandiale, après avoir mangé, l'insuline est haute. Tout est orienté vers le stockage, c'est-à-dire que les graisses, effectivement, vont rentrer dans le tissu adipeux et ne plus sortir. Et le foie lui-même va moins produire et on est orienté vers le stockage. Après, on va passer à la phase interprandiale, entre 2 repas. Et là, on a besoin d'avoir de la libération d'énergie. Donc, le muscle, il a son glycogène, il va pouvoir l'utiliser, mais le muscle utilise aussi les acides gras, et il en a bien besoin si on se met à courir, surtout le marathon. Enfin, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, c'est pas au kinésithérapeute. Non, mais ça va être intéressant, on va en parler un peu. Voilà, sur l'exercice, il y a besoin de ça. Mais surtout, l'insuline baisse après le repas, et là, ça permet au tissu adipeux de libérer son stockage et d'avoir cette lipolyse. Exactement, lipolyse, tu l'as dit, mais voilà, c'est le fait d'utiliser la graisse qui était stockée comme source d'énergie. Moi, ce que je comprends par rapport à ce que tu m'as dit, là, c'est que, par exemple, quelqu'un qui va grignoter tout le temps au cours de la journée, il va augmenter, du coup, tout le temps un petit peu son taux d'insuline dans la journée. S'il y a de l'insuline, tu l'as dit, on peut pas utiliser les graisses. Et donc, finalement, ça sera difficile d'avoir une perte de poids ou une utilisation des graisses dans ces conditions. C'est clair, surtout que c'est extrêmement sensible. C'est pour ça que j'ai un peu réagi quand tu disais l'insuline, elle veut pas que le sucre monte trop. En fait, l'action de l'insuline de freinage de la lipolyse est plus efficace, c'est-à-dire que ça le freine pour une augmentation très minime, augmentation qui est même pas tellement capable de faire mieux capter le sucre par les cellules. Donc c'est vraiment un très très puissant frein de la lipolyse. Et effectivement, on croque un bonbon, ça va pas faire un amas de sucre extraordinaire, mais l'insuline, elle peut passer, ça dépend des normes, mais l'insuline à jeun, elle est à 5, on va dire. Elle va passer à 10 ou à 15, ce qui est rien, parce que un vrai repas, elle monte à 50, 60 quand on est normal. Donc, une petite montée, ça suffit à freiner la lipolyse et à faire que notre tissu adipeux, il garde ses graisses. Donc effectivement, le fait de grignoter et de se faire des petits boosts de sécrétion d'insuline fait que on va pas bien perdre son poids. Du coup, ça me donne envie de me dire que les gens qui font du jeûne, c'est plutôt une bonne idée. Alors, le jeûne et la mode de l'intermittent fasting, après, il faut être raisonnable. Mais effectivement, comme on l'a dit, on a survécu à beaucoup de choses, et donc notre organisme est fait pour des alternances jeûne-nourri. On est fait pour être capable de stocker, et on est fait aussi pour être capable de libérer. Et si on mettait notre organisme à l'état toujours nourri, on va perdre cette capacité d'alterner jeûne-nourri, et donc notre organisme sera beaucoup moins adaptable et moins souple. Et effectivement, il sera plus tellement capable de libérer son énergie, notamment du tissu adipeux.
Ça, c'est ce que tu as appelé la flexibilité métabolique. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît important, hein, et puis qui peut même être important philosophiquement, si on veut dire. Il faut qu'on soit capable de s'adapter à des variations d'activité, des variations de conditions. Enfin, on est quand même programmé pour ça. Il faut donc que notre organisme garde cette souplesse. Cette souplesse, ça lui permet effectivement de jeûner plus longtemps s'il n'y a pas, mais ça lui permet aussi peut-être de faire un gros repas, de bien stocker et puis d'attendre. Et ça permet aussi de faire de l'activité physique un peu intense, etc. Ouais, tout à fait. Et lorsqu'on, un fantasme pourrait être de se dire, mais on serait beaucoup plus tranquille si pour finir, on avait, une sonde, c'est pas bien agréable, mais qu'on était en permanence nourri un tout petit peu, pour pas avoir de vagues, justement, que le glucose monte pas trop, l'insuline monte pas trop, on serait à un état stable, comme ça. Il y a des auteurs qui nous proposent ça. Oui, bien sûr, il y a des gens qui pensent ça. Et physiologiquement, c'est faux, hein. Franchement, c'est faux. Un petit stress est bon, en fait. Ça fait travailler l'organisme, mais il faut que l'organisme soit capable de gérer ça. Ça, j'adore comme notion, parce que c'est vraiment très contre-intuitif. Oui, mais quand on en perd l'habitude, la capacité, dans les pathologies, notamment dans le diabète gras, la résistance à l'insuline fait que, en fait, on est toujours avec un peu trop d'insuline, c'est pas assez pour que ça stimule bien le métabolisme du glucose, mais assez quand même pour que ça freine. Toutes les études montrent, quelle que soit la méthodologie, on fait beaucoup plus maigrir difficilement quelqu'un qui a un diabète que quelqu'un qui a la même obésité sans diabète. Parce qu'en fait, le diabète, il y a cette résistance à l'insuline qui fait que la résistance, elle existe sur le métabolisme du glucose, sur le métabolisme des graisses aussi. Normal, elle est moins active, mais quand même, il y a telle différence, elle est tellement efficace sur garder ces graisses qu'on a beaucoup plus de mal. Cette résistance à l'insuline, en fait, ce que t'expliques depuis tout à l'heure, c'est que on a parlé de l'hormone de l'insuline, donc on a dit, l'hormone c'est un messager. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand l'hormone de l'insuline a été trop souvent sécrétée dans le corps, on a une résistance qui se met en place. C'est-à-dire que le message, il n'arrive plus à être délivré et derrière, on n'a plus une réponse qui est efficace pour venir stocker soit du glycogène, soit de la graisse. Parce que ça, c'est une notion qui est importante. C'est le cas de toutes les résistances hormonales. On a parlé au tout début de la résistance à la leptine. La leptine, normalement, c'est l'hormone satiétogène. Hein. Bon, j'ai pas fait de grec, mais pareil, ça vient de leptos, qui veut dire minceur. Donc, c'est l'hormone qui doit signaler au corps, on a mangé, on arrête. Ok. Et les gens qui ont trop de tissu adipeux, trop de poids, en ont plus que les autres, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça, il y a une résistance, il y a une hormone qui existe, qui est sécrétée. Elle arrive au niveau de son effecteur et pour finir, il n'y a pas l'action. Il ne passe plus rien. L'insulinorésistance, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'insuline, lorsqu'on mange, la glycémie, elle va monter un peu. Je donne des coups dans le micro, ça doit pas être bon ça. L'insuline monte un peu et si elle monte, non, je recommence. Le glucose monte un peu, ça fait sécréter l'insuline qui évite le glucose de monter plus. Une petite dose d'insuline, j'ai dit, on peut se prendre, elle peut monter à 50. Quand il y a une résistance à l'insuline, il faut que l'insuline, elle monte à 100, 200, 300 pour arriver à faire quelque chose. Alors, si on a un pancréas qui marche, il y a des gens qui vont avoir une obésité avec insulinorésistance et pas bien quand même avoir un métabolisme du glucose, mais au prix d'une insulinémie qui va être augmentée. C'est ça, parce que le problème, c'est que le pancréas, si on a cette insulinorésistance, il va devoir sécréter encore plus d'insuline, parce que lui, il va sécréter un peu d'insuline. Il va voir, finalement, le taux de sucre dans le sang, il bouge pas. Donc, il va augmenter, il va en sécréter encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Et au bout d'un moment, il s'épuise. Voilà, il s'épuise. Et de toute façon, la quantité d'insuline qui a été sécrétée, elle va quand même agir sur le tissu adipeux. Le tissu adipeux, il est résistant aussi. Mais le tissu adipeux, quand il a besoin que de 10 d'insulinémie, même s'il est résistant, il y aura tellement d'insuline sécrétée pour le métabolisme du glucose qu'elle arrivera quand même à freiner un peu la lipolyse du tissu adipeux. Ouais, parce qu'il y a cette asymétrie dans les effets entre le stockage et le relâchage. C'est un peu complexe, mais je pense que les gens qui nous écoutent auront compris. Donc, on a parlé de la flexibilité métabolique. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, ce que tu nous as dit, je veux qu'on revienne un peu dessus. Ouais. C'est que, suivant les circonstances et les moments de la journée, la flexibilité métabolique, c'est la capacité de notre corps à utiliser soit comme source de l'énergie des glucides, donc des sucres, soit des graisses, donc des lipides. Et ça, c'est important parce que suivant les circonstances et la nature de l'effort qu'on va faire,
le corps, il va utiliser la manière la plus efficiente et la plus efficace. Si on fait un effort plutôt de basse intensité, nous, là, on brûle très peu de calories, donc en proportion, notre corps, il utilise beaucoup de graisse. Ouais. Si on doit faire un sprint, là, il va falloir... si on se met à faire un effort qui est plus intense, en proportion, il va aller chercher beaucoup plus de glucides comme source d'énergie. Donc, il faut être capable de passer de l'un à l'autre et de façon rapide. Voilà. Et l'autre élément aussi, c'est au niveau... quand on est après un repas, on va utiliser plutôt des glucides parce que ils viennent d'être digérés, ils sont disponibles, etc. Et plus on va s'éloigner des repas, plus on va utiliser plutôt des lipides ou des graisses. Tout à fait. Et donc, ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est de faire en sorte que notre corps, il soit encore dans des situations un petit peu stressantes. Donc, faire en sorte qu'il y ait des moments peut-être un peu où il mange pas pour qu'il soit forcé d'aller utiliser ses lipides. Et donc, à force de les utiliser, il continue à avoir cette voie métabolique qui est efficace. Faire des efforts physiques de basse intensité, par exemple, qui vont utiliser des lipides et qui vont entretenir cette voie métabolique. Faire des efforts physiques qui sont plus intenses, parce que justement, là, on va aller utiliser ces glucides. Et voilà, et essayer de tout mélanger, un peu tout faire pour que notre corps, il continue. Et ce que tu as dit, ce qui est mauvais, c'est quand on met notre corps dans une seule et même condition et qu'après, il n'y a plus de variation. Il n'y a plus de capacité d'adaptation. Et globalement, on est fait pour être adapté, hein. S'il y a la grosse bête qui nous court derrière, il faut qu'on court, quoi. Il faut qu'on y aille. Là, si on doit utiliser nos graisses pour nous échapper à l'ours, on est mal. Exactement. Est-ce que ce qu'on mange, par exemple, le type de graisse qu'on va manger, ça va avoir une influence sur le type de graisse qu'on va stocker ? Alors tout à fait, c'est même un très bon reflet. Alors on a parlé bien sûr du stockage dans le tissu adipeux, mais quand je disais les graisses c'est la vie, c'est aussi la membrane de nos cellules, hein. La membrane des globules rouges par exemple sont un très bon reflet des lipides alimentaires. Et c'est pour ça qu'aussi les différents types de graisses sont importants. Les graisses saturées, comme on va trouver dans les viandes, donc des graisses, c'est plutôt les mauvaises graisses, celles qu'on pointe du doigt. Voilà, c'est les mauvaises graisses parce que c'est des graisses rigides, saturées. Pour un exemple qui est intéressant, le jus du poulet. Vous avez tous mis du jus du poulet dans le réfrigérateur. Donc il y a une couche de gras blanc dessous et dessous il y a une gélatine. Et donc là, c'est le meilleur moyen de séparer les saturés des insaturés. Et donc là, la graisse blanche, c'est les acides gras saturés. Donc on voit comment ça fait, c'est rigide. Et donc si jamais dans notre organisme et dans les membranes cellulaires, on a trop de cette graisse saturée, on a une fluidité membranaire qui est moins bonne. Par contre, la gelée dessous, c'est les graisses polyinsaturées, etc., qui sont plutôt les bonnes graisses. Donc si vous voulez manger le jus du poulet, il faut le mettre au réfrigérateur, enlever le blanc et garder la gelée. Et on a les bonnes graisses. Voilà, ça c'était là. Et donc effectivement, on stocke les graisses qu'on mange, hein, et donc on a un reflet au sein de nos tissus adipeux, mais jusqu'aux nos membranes cellulaires de type de lipides qu'on mange. Ok. On va en parler rapidement parce que si on parle de la graisse, je pense qu'on peut pas parler de la graisse brune. En réalité, la différence graisse brune, graisse blanche, la graisse brune, elle est quand même très très rare. Tu vas nous expliquer ce que c'est chez des adultes. Voilà. Alors pourquoi on dit la graisse brune, c'est qu'en fait quand on regarde au microscope, la graisse blanche, je vous ai dit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un truc un peu jaune du gras, un sac de graisse, un sac de graisse, un petit noyau là. Puis si on regarde vraiment au microscope, on a quand même des mitochondries qui sont les organes qui brûlent, qui sont un petit peu là. Et c'est elle qui donne l'aspect brun, les mitochondries. Et ce tissu adipeux qui existe beaucoup chez les rongeurs, qui existe chez le nouveau-né. Donc la graisse brune, là. Voilà, c'est un tissu adipeux, graisse brune, parce que au microscope, elles sont pleines de mitochondries. Et donc, ça apparaît brun. Il y a très peu de lipides. Et en fait, c'est vraiment un organe qui brûle. C'est une chaudière. La centrale énergétique. On avait Anthony Berthoud qui nous disait ça. C'est la centrale énergétique du corps. Voilà, c'est une vraie chaudière. Et effectivement, ça disparaît à l'âge assez rapidement après la naissance. Il y a des tumeurs qui peuvent être de graisse brune. Et on s'y est pas mal intéressé ces dernières années parce qu'on essayait de réveiller éventuellement la graisse brune pour faire fondre en général, pour faire la chaudière. Ça a d'autres effets et c'est pas si facile que ça à réveiller. Mais par exemple, quand on met quelqu'un au froid,
et probablement les peuplades qui vivent au froid ont plus de graisse brune que ça. Mais on a fait des gens avec des scaphandres réfrigérés et on faisait une imagerie spécifique qui montrait les zones de chaleur et qui montrait la réactivation de la graisse brune. Donc voilà, et ce qui fait aussi que le modèle rongeur n'est pas un vrai bon modèle pour l'homme, parce que ce qu'on voit, ils ont quand même beaucoup de tissu adipeux, et donc ce qui peut marcher chez le rat ne marchera pas forcément chez l'homme. Ça, c'est intéressant parce que très souvent, on lit dans les journaux un peu à scandale ou etc. qui essayent un peu de nous aguicher. Nouvelle découverte d'une étude scientifique chez des souris, etc. Bon, tu nous dis quand même que. Alors, pour ce qui est ça, mais on peut pas en tirer des conclusions à 100%. Le cochon a un bien meilleur modèle pour l'homme. C'est un peu plus gros. Prend un peu plus de place dans le laboratoire. Il y a des mini-pigs, il y a des petits cochons. La graisse brune, on la retrouve aussi chez les bébés. Oui. Et donc, au début, ils vont s'en servir, ils vont brûler pour dégager de la chaleur, etc. On retrouve aussi chez les animaux avant l'hibernation. Oui, bien sûr. Alors là, un très très beau modèle, effectivement, les animaux hibernants. Tout le monde aimerait connaître le secret des animaux hibernants qui sont capables de vivre sur leurs réserves et de pas perdre de muscles. Ce qui est quand même incroyable. L'ours hibernant, il ressort de sa caverne, il marche encore. C'est vrai. Nous, on hibernerait. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est incroyable. Si, c'est vraiment, c'est un modèle d'étude. Hein. Il y en a qui vont faire des biopsies musculaires des ours. Métier dangereux. C'est un métier dangereux. C'est un métier de recherche dangereux. Mais c'est vraiment très, très intéressant, les hibernants. Hein. C'est vrai que c'est incroyable. J'avais jamais pensé, mais on voit, nous, tous les problèmes avec des gens qui passent en réanimation, etc., même un mois. Et eux, ils dorment. On a des problèmes, de fonte musculaire, de fragilité osseuse. Enfin, il y a un paquet de problèmes pour la santé. Et eux, ils ressortent. L'ours, elle est capable d'accoucher, d'allaiter en dormant. Ah oui. C'est incroyable. Non, des ours, c'est passionnant, hein, les ours. L'ours, ok. Cette graisse, elle évolue aussi en fonction du temps. Laquelle, la brune? Non, on repart sur la blanche. La nôtre. La brune, on a fait le tour à peu près. Je pense qu'il y a, voilà. Oui. Parce qu'on a dit qu'elle était présente chez les bébés, mais ensuite elle s'en va en grandissant. Puis on n'en a plus trop, sauf quelques situations exceptionnelles dont on a parlé, ou chez quelques peuplades du Nord vraiment exposées au froid, ou peut-être il y en aurait un peu, mais voilà, c'est quand même très marginal. Ce que je te disais avant, c'est que en vieillissant, cette graisse quand même, elle évolue parce qu'elle est sensible notamment à des changements hormonaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu au moment de la ménopause, par exemple? Comme on a dit, la répartition de la graisse, elle est très sexuée. Donc la femme a une répartition qui est aussi liée à son capital hormonal, ce qui fait qu'à la ménopause, on a plutôt tendance à perdre la graisse gynoïde et à prendre plutôt de la graisse abdominale. Et la femme peut se retrouver avec ce problème-là. Donc on va avoir des profils en vieillissant où on peut vraiment avoir des gens, ou des femmes mais aussi des hommes d'ailleurs, qui vont perdre de cette graisse sous-cutanée du bas du corps. Il y a le vieillissement, mais il y a aussi la maladie. Les diabétiques type 2 souvent vont avoir des cuisses toutes maigres en fait, et puis cette graisse abdominale. Donc c'est aussi qui est la poule ou l'œuf, c'est-à-dire qu'on va avoir des anomalies métaboliques qui arrivent en vieillissant, mais qui peuvent être aussi liées au fait qu'on n'a plus trop cette graisse protectrice, qui est une graisse de stockage normal, et qu'on va plutôt développer le stockage abdominal qui métaboliquement est pas très bon. Et donc là, l'ensemble des phénomènes se conjuguent. Avec l'âge, on va avoir plus facilement de problèmes métaboliques, et on va avoir une modification de cette répartition des graisses. En tout cas, en prenant de l'âge, la graisse, c'est super important. Ne pas faire maigrir excessivement des personnes âgées, parce que cette graisse, elle a quand même des vertus. Et puis, on peut difficilement se mettre à perdre du gras sans perdre du muscle. Et donc, en vieillissant, il faut continuer à marcher et il faut avoir du muscle. Ça, c'est très important. Nous, on parle tout le temps dans toutes les vidéos. C'est vrai que on dit l'organe, c'est un peu, mais de la longévité. Et si on veut continuer à pouvoir se lever, pouvoir continuer à marcher, à se mettre debout, à rester en fait totalement indépendant, parce qu'à partir du moment où on peut plus se faire à manger, où on peut plus faire ses courses, etc. Et donc pour pouvoir faire ces différentes actions, il faut de la force et il faut du muscle.
Donc ça, c'est fondamental. Et pour finir, le gras peut être en bonne symbiose avec le muscle, quoi. Hein. Il faut faire attention parce que si on fait perdre du poids, on va faire perdre du muscle. Une personne qui est en excès de poids a aussi en quantité, en proportion, elle a plus de gras que quelqu'un qui est mince, mais en kilos totaux de muscles, elle en a plus. Moi, j'aime bien tout ce qui est sport de force, etc. C'est quelque chose qui est très net. On voit que les gens qui sont en surpoids, voire qui sont obèses, ils ont énormément de force dans les cuisses. Ouais. Oui, énormément. Parce que il y a l'effet mécanique, hein, on porte son poids. Ils ont un entraînement on porte son poids. Qui est régulier. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui veulent perdre du poids pour préserver au maximum leur masse musculaire? C'est peut-être une question piège. C'est aussi faire attention aux variations trop importantes. Les régimes trop restrictifs, ils vont faire perdre du gras, ils vont faire perdre du muscle. Et puis quand on va perdre ce muscle, on va casser sa dépense énergétique. Parce que on n'a pas parlé de ça, mais quand même la quantité d'énergie qu'on dépense, donc qui est la base de notre équilibre énergétique, hein, elle dépend de notre poids, notre taille, notre âge et notre sexe. Plus on est lourd, plus on a besoin d'énergie pour se déplacer, pour se mettre en mouvement. Et puis, on a besoin d'énergie pour vivre. Je veux dire, notre dépense énergétique, si on veut rester à poids stable, est égale à notre apport. Donc, quand on a plus de poids, on peut manger plus si on a un poids stable. Quand on va maigrir, surtout si on fait une baisse rapide, etc., on va perdre du muscle, qui est quand même la machine à dépenser de l'énergie. Donc, on va casser son métabolisme. Et après, c'est dur de recommencer. Donc, si on veut continuer à maigrir, il va falloir manger encore moins, etc. Donc, préserver sa masse musculaire, ça veut dire essayer de perdre du poids, mais de façon raisonnable, progressive, et avoir de l'activité physique, hein, de toute façon. Et puis, quand même, manger des protéines. Ce que j'allais dire. Manger des protéines, oui, bien sûr. Voilà, manger des protéines. Pas forcément que des protéines animales, mais quand même manger des protéines, hein, ça c'est majeur. T'es passé vite sur le fait qu'en fait, le muscle, c'est le tissu au niveau de l'organisme qui dépense le plus d'énergie. Donc effectivement, le problème, c'est qu'une personne qui se mettrait à perdre du poids, qui fait pas attention à la façon dont elle perd du poids, qui perd du poids n'importe comment, elle va perdre du muscle. On a dit, ça a des problèmes pour la dépendance, pour la santé, etc. Mais le problème, c'est qu'elle va aussi se séparer du tissu qui dépensait le plus d'énergie. Donc derrière, elle va avoir sa perte de poids qui va être freinée en plus. Complètement. Et donc elle va vouloir continuer à perdre du poids, donc elle va continuer de faire n'importe quoi, elle va perdre encore plus de muscles. Et là, elle rentre dans un circuit qui est infernal. Où elle en a marre de faire ses régimes à la noix, et oups, elle reprend, et là, comme elle a un mécanisme un organisme qui a cassé sa dépense énergétique. Et là, voilà. C'est le yo-yo catastrophique, mais bien connu. Hein, l'aspect important, une perte de poids qui est régulière et qui est constante, de l'activité physique très important. Et manger des protéines. Et manger des protéines, parce que les protéines, c'est le constituant des muscles. Donc, il en faut. Plus on va mettre des briques dans l'organisme, plus le muscle va utiliser ces briques-là pour avoir des murs solides et pour pouvoir résister, justement. Donc, c'est vrai que musculation, c'est pas mal, parce que la musculation, de base, c'est ce qui a été fait pour entretenir le muscle. Donc c'est efficace. Il faut le faire marcher. Hein. Voilà. Donc faut le faire marcher. C'est vrai qu'il y a toujours cette dualité. Est-ce qu'on fait une activité plutôt cardio? Est-ce qu'on fait du muscle, etc. Je pense que il faut toujours faire ce qui plaît. Mais après, juste si on s'intéresse, aux effets plus spécifiques de l'un ou de l'autre, on va avoir l'activité, la muscu qui va peut-être dépenser moins d'énergie, mais qui va plus préserver le muscle. Et puis le cardio qui va avoir tendance à avoir une dépense énergétique plus importante, mais qui aura un effet un peu moins élevé au niveau musculaire. Exactement, surtout que c'est très important effectivement de faire de l'activité physique, mais c'est pas ça qui va faire perdre le plus de poids. Mais par contre, ça va entretenir sa masse musculaire qui elle évite de casser sa dépense énergétique. Donc ouais, c'est pour ça que ce qu'on retrouve dans les études, c'est que souvent les gens qui font l'activité physique, c'est ceux qui reprennent le moins de poids après avoir fait une perte de poids. Exactement. Et ça c'est important parce que tous les gens en surpoids ont déjà réussi à perdre du poids, mais s'ils veulent encore en perdre, c'est qu'ils l'ont repris. Donc, tout à fait. Donc en fait, c'est très juste. On voit partout, nous on fait des vidéos, la demande c'est comment je veux perdre du poids, etc. En fait, les gens en même temps, ils devraient se demander comment je veux perdre du poids, mais comment après je vais pas le reprendre une fois que je l'aurai perdu. Exactement. Parce que perdre du poids, tout le monde y arrive à un moment ou à un autre, mais dans la durée, c'est là où c'est difficile. Ouais, tout le monde a déjà réussi pratiquement à perdre du poids sur les gens en surpoids, mais ils ont pas réussi à le maintenir. Dans la durée, c'est compliqué et il faut surtout pas casser son métabolisme en perdant du muscle. Et je lisais un papier scientifique, une méta-analyse qui regardait, on a parlé de la graisse viscérale qui était très mauvaise au niveau du corps, qui est la plus mauvaise à cause des maladies métaboliques qu'elle provoque, etc. Et l'activité physique
avait tendance par rapport au déficit calorique à réduire cette graisse viscérale. Tu peux nous parler de ça? Parce que je trouve que c'est très intéressant. Je suis pas une grande spécialiste d'activité physique et tissu adipeux. Je dis mes collègues de Toulouse sont très très forts là-dedans. On lance mais un appel. Effectivement, ça, la lipolyse du tissu, le turnover, enfin la vitesse à laquelle le tissu adipeux viscéral libère ses graisses et le restocke est plus rapide que le tissu sous-cutané. Donc quand on le sollicite, il va se vider plus vite que le sous-cutané. Donc effectivement, l'activité physique qui va solliciter globalement tout l'organisme sera plus efficace sur la graisse intra-abdominale. Et on a dit c'est la plus mauvaise pour le corps. Donc voilà, encore une raison qui fait que tu l'as dit, c'est peut-être pas l'élément majeur, l'activité physique, le ressort numéro 1, le levier numéro 1 à activer pour perdre du poids, c'est sûrement l'alimentation. L'activité physique vient en deux, il vient pas beaucoup plus loin. Par contre, pour des aspects de santé... oui, puis en plus, l'effet cardio, etc. Pour des aspects santé, l'activité physique, c'est majeur. C'est majeur, tout à fait. Est-ce que quand même tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que cette graisse viscérale au niveau métabolique, elle est mauvaise ? Alors c'est un peu compliqué, mais ça s'explique quand même. On est au niveau de l'abdomen, on a 2 organes vitaux qui sont le foie et le pancréas. Donc cette graisse, elle entoure le foie et elle va se drainer plus facilement au niveau du système porte, ce système-là, et donc elle va aggraver la résistance à l'insuline. Il y a un lien très important entre cette graisse abdominale et la résistance à l'insuline. Après, il y a aussi une sensibilité aux hormones du stress, aux catécholamines, qui est différente, et le tissu adipeux viscéral est aussi très sensible à ces catécholamines et se développe particulièrement aussi avec le stress. Et on sait qu'il y a des liens entre ces hormones du stress, l'insulinorésistance, etc. Mais je pense qu'il y a encore des choses à découvrir réellement sur le lien entre graisse viscérale et mauvais effets métaboliques. D'accord. Sur le phénomène d'action, tu veux dire, on sait que c'est mauvais, que ça provoque du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, du surpoids, des choses, une hypertriglycéridémie. Mais on sait pas trop encore les mécanismes. Donc voilà, exactement. Mais comme ça, cette propension à se vider et remplir plus vite, du coup, ça amène plus vite des acides gras, des triglycérides au niveau des organes les plus sensibles et les plus là. Donc ça, c'est une explication sur les flux. Je pense qu'il y a d'autres choses, et peut-être que je suis pas complètement à jour de la littérature là-dessus, mais pour moi, ça reste encore des choses à découvrir. Tu as parlé du stress. Le stress, comment est-ce qu'il intervient là-dedans ? Alors, le tissu adipeux a des récepteurs aux hormones du stress, des récepteurs aux catécholamines, ces hormones du stress. Catécholamines, ça va être l'adrénaline, la noradrénaline. Exactement. Qui ont un effet... alors, c'est très compliqué, les catécholamines, parce qu'il y a différents types de récepteurs qui ont des actions contraires. Donc il y a une variété des récepteurs qui vont avoir plutôt une action lipolytique, c'est-à-dire qu'au stress, c'est pareil, on a besoin d'avoir ce que je disais, si l'ours nous court après. Je vais juste expliquer la notion de récepteur, parce que pour toi et moi, je pense que c'est facile. En fait, nos cellules, dans l'organisme, on a des cellules, et sur la membrane, donc sur le mur extérieur de nos cellules, on a en fait des récepteurs qui sont des endroits où les différentes hormones, les différentes molécules peuvent venir se fixer et du coup déclencher un mécanisme d'action dans la cellule. Exactement. Voilà, juste oui, tout à fait. Petite parenthèse sur les récepteurs. Donc au stress, on va libérer ces hormones, c'est les glandes surrénales notamment au-dessus du rein qui les libèrent, et ça veut dire il y a quelque chose qui se passe, donc il faut que l'organisme réagisse, donc il faut qu'il libère de l'énergie, et donc il y a des récepteurs sur le tissu adipeux qui vont faire cette lipolyse, et donc ils vont permettre à la libération des acides gras pour avoir de l'énergie tout de suite. Donc il y avait eu des recherches notamment pour essayer de les stimuler à des fins de perte de poids. Le problème, c'est que ça fait aussi taper le cœur, ça a des tas d'autres effets. Comme autre hormone du stress, il y a le cortisol. Le cortisol hausse toujours les surrénales. Et alors le cortisol, il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Cushing, où on a des tumeurs de cortisol, et on a des modifications de la répartition des graisses. On va avoir de la graisse abdominale qui va se développer, parce qu'il y a des récepteurs au cortisol sur cette graisse, elle va se développer. Puis on a une répartition fascio-tronculaire, c'est nos termes, c'est-à-dire que les gens vont perdre la graisse des cuisses,
et vont avoir de la graisse abdominale et même du haut du corps, au-dessus des clavicules, etc. Donc il y a un lien quand même très important entre les hormones. Et puis après, on a reparlé de la ménopause, où les œstrogènes, effectivement, ont un rôle sur la graisse gynoïde, la graisse de la femme. Voilà, parce que la femme a également de la testostérone, et donc avec la ménopause, on va avoir cet œstrogène qui va baisser relativement, le taux de testostérone va devenir plus important, et donc la femme va commencer à adopter une répartition de la graisse masculine. Avec de la graisse qui va quitter les cuisses, qui va quitter les fesses et qui va venir au niveau du ventre devant. Qu'est-ce que tu penses, toi, du courant Fat But Fit ? C'est respectable. C'est respectable, effectivement. Pourquoi ? Alors, c'est respectable. Donc, c'est des gens qui ont du poids, mais qui, par ailleurs, font de l'exercice physique et Fat But Fit, qu'on pourrait dire gros mais en forme. Voilà, gros mais en forme. Donc, les conséquences de l'excès de poids et de l'excès de tissu adipeux vont être variables en fonction des gens. Il y a des gens qui vont avoir un petit excès de poids et vont avoir quand même des conséquences métaboliques importantes. Bon, en partie parce que les graisses seront là, mais il y a quand même des sensibilités différentes. Quand tu dis des conséquences métaboliques, c'est des maladies. Du diabète, etc. Il y a d'abord les gens qui ont du diabète de type 2 qui vivent, ils ont rarement des poids, ils sont pas à 150 kilos. La plupart ont soit en surpoids, soit en obésité modérée, ont pas des poids énormes, notamment. Voilà. Et par contre, il y a des gens qui vont avoir du poids de façon importante, mais qui auront aussi une bonne masse musculaire, comme on disait, qui auront une répartition avec peu de graisse viscérale, vont avoir peu d'effets métaboliques. Par contre, avec le temps, surtout s'ils font de l'exercice, le poids va quand même jouer au niveau mécanique, de toute façon, au niveau des articulations, donc au niveau respiratoire aussi quand même, si on a un peu d'excès, ou même l'excès au niveau du cou, on peut avoir le syndrome d'apnée du sommeil, etc. Donc que quelqu'un qui a trop de poids, trop de gras, il y a toute une échelle entre ceux qui vont en être très très malades, ceux qui vont pas en être malades. C'est des courbes de Gauss partout. Donc il y a une frange de la population qui peut être fat but fit, mais malheureusement la plupart de la population elle va en avoir des conséquences. Ouais, ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique, c'est quand même une corrélation, c'est-à-dire que généralement plus l'IMC d'une personne est élevé, moins il y a de chances qu'elle n'ait pas de syndrome métabolique. Donc, on parle depuis tout à l'heure de syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est 3 des critères suivants: diabète de type 2, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, surpoids. Donc voilà, à partir du moment où on a 3 sur ces 5 critères, on a ce qu'on appelle un syndrome métabolique, avec toutes les conséquences que ça a sur la santé. Donc ce qu'on se rend compte quand même, on a des énormes cohortes avec des dizaines de milliers de personnes. Et en fait, la majorité vont finir par l'avoir, quoi. Voilà. Mais il y en a toujours des gens qui échappent. Plus on augmente l'IMC, et on se retrouve avec un IMC, je crois, obèse, où on a moins de 5% des gens qui, finalement, n'ont pas de syndrome métabolique. Et le gros problème, c'est qu'il y a un effet qui est cumulatif aussi dans le temps. C'est-à-dire que, au final, plus le personne passe de temps en surpoids, plus ce syndrome métabolique, il va finir par s'installer, généralement. Et donc, il y a quand même certains chercheurs qui se demandent si c'est pas un peu une bombe à retardement, ce phénomène fat but fit. Ce d'autant plus que malheureusement, on s'aperçoit que l'obésité, elle survient de plus en plus jeune. Donc on va vivre de plus en plus longtemps avec l'obésité. On avait quand même des générations où l'obésité se développait bien après 50 ans. Là, on a des générations où on a des gens en obésité à 25, 30 ans, voire avant. Donc la façon l'aspect cumulatif va être d'autant plus important. Professeur François Carré, là, qu'on va bientôt recevoir, qui est cardiologue, et qui dit que lui, maintenant, il reçoit des patients jeunes avec des maladies de vieux, avec du diabète de type 2 à 25 ans, des choses comme ça. Et effectivement, du coup, ils seront encore plus sujets à cet effet cumulatif. Donc ça, c'est évident. Un peu dans le même genre, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est le courant body positive ? Alors ça c'est aussi important parce que il faut faire attention. Quand même, l'excès de masse grasse, l'obésité, c'est quand même l'image, c'est l'image d'un corps, c'est la notion qu'on peut avoir dans les gens et c'est les risques de stigmatisation.
Donc le courant body positive, il dit arrêtez de nous embêter pour notre poids. Il y a des grands, des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Tout le monde a le droit de vivre. Et oui. Et il faut pas stigmatiser. Par contre, on ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences, quoi. Enfin, on en parle depuis le début. Ça a des conséquences santé. Et notamment, on peut pas laisser les enfants avec un avenir qui va aller vers ces maladies chroniques. Donc, il faut arriver à dépasser les problèmes de stigmatisation. Et c'est très important parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la population. Il y en a dans le corps médical. Et donc, les patients vivant avec l'obésité en souffrent beaucoup. Mais par contre, il faut quand même accepter que l'excès de masse grasse a des ennuis santé et que l'excès de masse grasse est une maladie. Et est une maladie qui s'appelle l'obésité, quoi. Bien sûr. Donc il faut arriver. Faut surtout pas stigmatiser, faut accompagner, faut essayer d'aider au maximum, mais il faut aussi donner les bonnes informations. Exactement. C'est très important. Tout à fait. On a bien fait le tour de la graisse. Je pense que c'était pas mal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en plus? On a tellement dit de choses que je sais pas ce que je pourrais rajouter. On a tellement dit de choses. Allez, c'est parfait. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Soit, toi, si tu devais donner qu'un seul conseil à tout le monde pour être en meilleure santé, ce serait lequel? Prendre du temps pour soi, se faire plaisir. Ok. On se fait pas assez plaisir, tu trouves, dans notre société? On cherche le plaisir immédiat, qui est pas forcément du plaisir réfléchi. Je connaissais quelqu'un qui disait « Chaque jour, je me fais un plaisir ». Donc, elle se projetait la veille sur le plaisir qu'elle allait se faire le lendemain. Et je pense que c'est une belle image de vie. C'est pas mal, parce que du coup, on se lève le matin en se disant « Ah, va y avoir un truc. » Je vais faire mon plaisir, je vais aller me cueillir une fleur, enfin, des plaisirs simples. Hein, et voilà. Souvent, ce qu'on se rend compte dans les études en neurosciences, etc., c'est que ce qui est assez logique, hein, plus on va mettre du temps à obtenir un plaisir, plus il fait plaisir. Plus il fait plaisir. Tout à fait. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? Je fais des pilates. Ok. Voilà. Petit cours de pilates? Cours de pilates entre midi et 2 le jeudi. Ok. C'est nouveau? Ça fait 1 an. Ouais, 1 an. Ouais. Ok. Moi, j'ai des indiscrétions où il me semblait que tu faisais du vélo. Oui, je fais du vélo moins qu'avant parce que je travaille plus à l'hôpital tous les jours, donc j'y allais souvent à vélo. Je fais un peu de vélo, je fais du bateau. Le pilates, il t'a apporté quoi par rapport au vélo? C'est très différent quand même. C'est pas très cardio le pilates, c'est plutôt. D'abord, ça se fait avec des gens sympas. C'est important le rôle social. Une façon de se retrouver le jeudi avec des copines. Et bon, il paraît que c'est bon pour le dos, tout ça, donc c'est bien. Ok, ça fait une activité un peu plus musculaire. L'équilibre, ça c'est important parce que moi, tenir sur un pied, c'est dur. Ça fait partie des recommandations de l'OMS. On va partir, je sais plus, après 50 ans, etc. 2 sessions d'équilibre par semaine, on travaille l'équilibre. Donc, c'est important vu que ça fait partie des recos. J'en fais qu'une. Bon, l'année prochaine, je m'inscris 2 fois. 2 cours. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Martine. Je pense qu'on a donné beaucoup d'informations, des informations assez denses. On a essayé de vulgariser au plus possible pour que ça soit accessible, mais je me fais pas trop de soucis. Tu l'as bien fait, donc merci beaucoup. Et merci. C'est un sujet important et qui me tient à cœur depuis longtemps. Merci beaucoup. Merci. Bon, je peux boire un coup, là? Oui, Attention. Attention, la lampe. La lampe. Il a cassé la chaise. Ah ben, elle est cassée, là. Elle était déjà cassée. Ah bon, d'accord. Je la sentais bouger depuis le début. Je suis très content parce que je l'ai eu en vidéo. Ah bon, cool. J'ai senti bouger depuis le début. La lampe, elle a eu chaud. D'ailleurs, faire attention parce qu'elle est un peu au bord, hein, j'ai l'impression. Oui. Je sauve la lampe et après je te sauve. Ouais, moi j'ose plus bouger là. Ouais, là, c'est casse-gueule. Oh là là. Bon, là, cette fois, elle est morte. Hein.